Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast audio et vidéo cette fois-ci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Lucas et je réalise chaque mois des podcasts audio qui s'appellent les Minutes de l'horreur, qui parlent et qui traitent d'affaires criminelles à chaque fois différentes. J'essaie de revenir dessus, d'expliquer comment elles sont aujourd'hui, etc. Et au vu du confinement qu'il y a ces derniers jours, ces dernières semaines, je n'ai plus la possibilité de faire des podcasts. Je me suis dit, pourquoi pas en faire des vidéos le temps du confinement. Donc voilà, je suis pas expert dans tout ce qui est vidéo, mais je voulais absolument fournir du contenu à tous ceux qui me suivent. Donc si vous ne me suivez pas déjà, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, @lesminutesdel'horreur, et sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Vous tapez juste les minutes de l'horreur dans la barre de recherche et vous avez accès à tous mes anciens podcasts. Il y en a 4 ou 5 pour l'instant et il y en aura d'autres qui arriveront après le confinement. Je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que vous allez trembler devant cette vidéo qui traite d'un des tueurs en série les plus connus de France, les plus manipulateurs aussi, Michel Fourniret. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Le plan alerte enlèvement a été déclenché pour la première fois en France après la disparition de 2 fillettes dans le Maine-et-Loire. Les enfants sont sains et saufs. Une infime goutte de sang de Maëlys, une preuve ADN imparable. La semaine qui s'ouvre sera marquée demain au plan judiciaire par la reprise du procès de Patrick Deals. Bienvenue dans les Minutes de l'horreur. Les tueurs en série sont souvent considérés comme des psychopathes, c'est-à-dire des hommes et des femmes avec un trouble de la personnalité, accentué d'absence de comportement humain, d'émotion ou encore même de compassion. Et c'est normal qu'ils soient considérés ainsi, car quand on voit un homme tuer une petite fille et n'avoir aucun remords, aucun scrupule envers les victimes ou la famille des victimes, on se demande comment c'est possible en tant qu'être humain de faire ce qu'il a fait. Et c'est le cas pour Michel Fourniret, l'un des tueurs en série français considéré comme le plus manipulateur de tous. Il aime jouer avec les enquêteurs, avec les victimes, la famille des victimes, pendant près de 15 ans. Michel Fourniret va tuer au minimum une dizaine de femmes et de fillettes, toujours avec la complicité de sa femme. 15 ans à berner les experts et les enquêteurs, avant d'être arrêté en juin 2003. Michel Fourniret a refait la une de la presse ces dernières semaines, car il a avoué avoir enlevé et tué la petite Estelle Mouzin en janvier 2003, 6 mois avant son arrestation. Mais dit-il vraiment toute la vérité? Ou continue-t-il tout simplement de manipuler et de mentir aux enquêteurs par simple fantasme? Aujourd'hui dans les Minutes de l'horreur, zoom sur Michel Fourniret, un monstre à l'état pur. Michel Fourniret est né le 4 avril 1942 à Sedan, dans la région considérée comme les Ardennes françaises, et c'est pour ça que l'un de ses nombreux surnoms va être le tueur des Ardennes ou encore l'ogre des Ardennes. On sait très peu de choses au sujet de son enfance, car il n'a jamais voulu dévoiler cette partie de sa vie aux enquêteurs. Il faut savoir que Michel Fourniret parle peu, et quand il parle avec beaucoup de précautions. Il prend beaucoup de temps à juger le pour et le contre de chacun de ses mots, pour ne jamais dévoiler ce qu'il n'a pas envie de raconter. Mais aux psychiatres qui l'ont interrogé, Michel Fourniret décrit sa mère comme caractérielle. Mais pas que. Quand il parle d'elle, il recommande souvent les lectures dans Poil de carotte. Dans ce livre, le petit François qui subit de la haine et surtout des humiliations par sa mère prend plaisir à tuer de petits animaux. Ou encore le récit de Hervé Bazin avec Vipère au poing. Dans ce dernier, Jean, le personnage principal, est maltraité par sa mère et il a un dégoût profond des femmes. Voilà précisément les lectures que Michel Fourniret recommande quand il parle de sa mère. Et ce n'est pas pour rien. Il aurait été victime d'inceste par sa mère quand il avait entre 4 et 6 ans. Elle se servait de lui comme un objet sexuel. Côté frères et sœurs, il en a 2. Un frère et une sœur. Il aurait été très marqué par la vision de sa sœur en train de déféquer dans un seau. Il a déclaré au psychiatre « Pour moi, une femme, ça ne défèque pas. C'est dégradant et ce n'est pas à la hauteur de l'image de la Sainte Vierge. » On constate donc que depuis tout petit, Michel Fourniret a une image très spéciale de la femme. Il les aime pures, vierges de tout acte, il méprise les traînées et il dit qu'il ne supporte pas les femmes susceptibles de s'offrir comme une maîtresse. Très jeune, Fourniret va développer un fantasme sur les femmes pures et vierges. En grandissant, son désir sexuel va se multiplier en désirant des femmes mineures et parfois même des fillettes. Joueur d'échecs et passionné de littérature, vous allez voir que Michel Fourniret est très intelligent,
mais aussi très manipulateur. Côté vie sentimentale, il va se marier 2 fois. Il va se marier pour la première fois en 1964 et il sera condamné pour la première fois en 1967 pour des agressions sur mineurs. Suite à ça, sa femme va demander le divorce. À la suite de ça, Michel Fourniret va se remarier avant d'être de nouveau condamné pour des faits de voyeurisme, de violence commises à Nantes et à Verdun, mais aussi à plusieurs agressions et viols sur mineurs commis en région parisienne. Il va être condamné le 26 juin 1987 à 7 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis, et assorti de 3 ans de mise à l'épreuve. Une enfance difficile, une obsession pour les femmes pures et un comportement violent. Voici comment l'histoire terrifiante de Michel Fourniret a commencé. Et c'est pendant cette condamnation de 7 ans qu'il va rencontrer sa future femme, mais surtout sa future complice, avec qui il va commettre énormément de meurtres et d'enlèvements. Monique Olivier, il va la rencontrer par le biais d'une petite annonce qu'il a postée dans un journal. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. Monique et Michel ont donc beaucoup d'échanges par courrier et Fourniret insiste énormément sur la vie sexuelle et le passé sexuel de Monique, qui va finir par lui avouer et lui raconter en détail son dépucelage par un homme dans une chambre d'un hôtel de Thionville, ou encore la fois où son ex-mari l'a obligé à coucher avec un homme inconnu dans une zone industrielle de Nîmes. Mais suite à ça, Fourniret va lui reprocher énormément sa franchise et il va lui dicter ce qu'elle aurait dû dire à l'homme qui l'a dépucelé. De toute façon, mon fauve veut posséder sa membrane. Il est donc vain de lui répondre en lui offrant mes souvenirs. La seule solution capable de le libérer ferait de moi une criminelle. Quand Fourniret lui parle de fauve et de membrane, il veut dire la virginité et l'hymen de Monique. Et on voit donc encore plus d'ici l'obsession de Fourniret pour la virginité d'une femme. Et ça ne s'arrête pas là. Car pour la punir d'avoir perdu sa virginité il y a des années, Michel Fourniret va la demander en mariage, mais va exiger de ne jamais avoir de rapport sexuel avec elle. Il lui dit « Nous nous marierons devant les hommes, unis par les conventions, mais nous ne serons jamais les merveilleux amants que nous aurions pu être. » Monique va donc devenir la complice de Fourniret. Et pendant des années, elle va l'aider à tuer. Mais surtout, elle va le couvrir. Dès leur rencontre en prison, Michel et Monique ont fait un pacte de sang. Fourniret propose donc à sa future femme de tuer son ex-mari, et en l'échange de ce meurtre, Monique devait trouver à Fourniret une petite vierge pour assouvir son fantasme. Il lui dit dans une lettre très précise les mots suivants. « J'ai posé les jalons pour reprendre contact dehors avec 2 hommes qui n'ont pas froid aux yeux. Je me suis assuré récemment de disposer de ce qu'il faut pour une action individuelle qui doit être bien réfléchie et préparée. Il n'est pas souhaitable d'écrire de ce que nous parlerons de vive voix, qui a pour but de récupérer les 2 oisillons qui me révoltent de voir séparés de leur maman. » Quand il parle des 2 oisillons, il parle des 2 enfants de Monique qui sont chez leur père car il a la garde exclusive. Et à la suite de ça, dans une lettre dont j'ai réussi à trouver un exemplaire sur internet, Michel Fourniret lui demande de lui offrir une vierge. Autre question directe. Marguerite possède-t-elle toujours son pucelage? Accepterait-elle de le céder pour que tu en fasses cadeau? Et à la fin de la lettre, il la rassure et la cajole. « Je t'ouvre les bras, mes jours et nos nuits blanches, mes baisers, ma peau. Je te les donne, mon amour de Natouchka chérie. » Et c'est dans sa cellule qu'il va fantasmer pendant un temps sur des jeunes femmes pures et vierges, avant de sortir de prison et de mettre, avec l'aide de Monique, tous ses plans à exécution. À sa libération pour conduite exemplaire, le 22 octobre 1987, il va donc logiquement s'installer avec Monique à Saint-Cyr-les-Colons, dans l'Yonne. Les 2 amoureux vont se marier 2 ans plus tard, le 28 juillet 1989. Et ils vont vivre discrètement, dans un petit village, lui en bossant au black, dans des petits travaux de maçonnerie, et elle en restant cloîtrée toute la journée à la maison. Mais si on revient quelque temps en arrière pour le couple discret, quelques mois après la sortie de prison de Michel Fourniret, 2 mois exactement, Michel Fourniret va enlever, violer et tuer une jeune adolescente de 17 ans avec la complicité de sa femme en décembre 1987, 2 mois donc après sa sortie de prison. À la suite de ça, le couple va vagabonder des Ardennes à Lyon, en passant par la Belgique.
Et à chaque fois, leur parcours va être ponctué de viols, d'enlèvements et de meurtres. Au total, et pour l'instant officiellement, Fourniret est l'auteur de 11 meurtres. 11 meurtres commis uniquement sur des femmes. 11 meurtres, pour la plupart, des enfants de moins de 18 ans, dont 2 de moins de 13 ans. Premièrement et premier meurtre, il y a Isabelle Laville, adolescente de 17 ans et enlevée par le couple à Auxerre le 11 décembre 87, 2 mois après la sortie de prison de Fourniret. Son corps a été découvert plus de 16 ans après le meurtre, en 2006, au fond d'un puits, grâce à des enquêtes de gendarmerie, mais surtout à des indications que Michel Fourniret a données aux enquêteurs. Elisabeth Bichet, une jeune Belge de 12 ans, enlevée près de Namur, quelques jours avant Noël, le 20 décembre 1989. Après l'avoir violée, et seulement 36 heures après son enlèvement, Michel va la tuer chez lui. Et ce n'est qu'en 2004 qu'on va retrouver le corps de la jeune fille, grâce toujours à des indications de Michel Fourniret. Natacha Danet, une jeune fille de 13 ans, le couple sortait du tribunal. Et à la fin de l'audience, sur un parking, ils ont enlevé la petite fille. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard, poignardé et abandonné à 70 km de Nantes. Ou encore plus récemment, il a avoué le meurtre d'Estelle Mouzin, enlevée en janvier 2003, 6 mois avant son arrestation. Il vient d'avouer son meurtre il y a quelques jours à peine, le 6 mars 2020, 17 ans après les faits. Ce n'est que quelques exemples de tous les meurtres commis par Michel Fourniret, et il pourrait y en avoir encore beaucoup plus. Et on l'a vu, Michel Fourniret est obsédé par la virginité des femmes. Et il avoue aux enquêteurs que sa plus grande déception est de ne pas avoir été marié à une femme vierge. C'est comme ça qu'il justifie, entre guillemets, sa recherche perpétuelle d'adolescentes et de jeunes filles, qu'il nomme comme MSP, membrane sur pattes. C'est juste horrible. Et il part régulièrement à la chasse, comme il dit, pour trouver ses proies. Mais malgré ça, il n'est pas sujet à des pulsions sexuelles ou meurtrières. Car il peut se contrôler pendant plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Il avoue aux enquêteurs que ça lui est déjà arrivé de creuser la tombe d'une petite fille avant même de l'avoir enlevée, ou de rester devant une école plusieurs heures à attendre que sa victime sorte des lieux. Son intelligence, ses stratagèmes, sa complice et surtout ses manipulations vont faire que Michel Fourniret va rester en liberté plus de 15 ans sans jamais être arrêté pour aucun meurtre. Jusqu'au jour où l'une de ses tentatives d'enlèvement va mener à son arrestation. Michel Fourniret se trouve en Belgique et il va tenter d'enlever Marie Ascension, âgée de 13 ans, en route pour l'école. Comme pour ses autres crimes, il utilise la ruse pour tenter d'enlever Marie. Il va lui demander de lui indiquer où se trouve l'école et lui demander de monter dans son véhicule pour lui indiquer le chemin. Mais elle va refuser. Mais Michel Fourniret va insister en lui disant « Ce n'est pas bien de ne pas faire confiance aux gens ». Au vu du ton et des paroles de Michel, la petite Marie va accepter. Mais aussitôt qu'elle monte dans sa voiture, il va l'attraper, la bâillonner, la ligoter et la jeter à l'arrière de sa voiture. Arrêtée à un stop, Marie va réussir à s'enfuir. Et à l'aide d'une automobiliste, ils vont croiser la voiture de Michel Fourniret, qui faisait sûrement demi-tour pour venir récupérer Marie. L'automobiliste va immédiatement noter la plaque avant de la donner à la police, qui quelques jours plus tard va retrouver Fourniret avant de l'arrêter. Après 1 an d'interrogatoire sans succès, Michel Fourniret est sur le point d'être relâché. Mais sa femme, qui a subi presque 150 interrogatoires, va craquer et va avouer une partie du parcours criminel de son mari. Fin juin 2004, 1 an après la tentative d'enlèvement sur Marie, Monique est placée sous mandat d'arrêt pour non-assistance à personne en danger. Quant à son mari, il va avouer lors d'une audition filmée 6 meurtres. Lors du procès, Fourniret a refusé de s'exprimer. Il a même brandi une pancarte où il y avait écrit « Sans huis clos, bouche cousue », avant de rendre un exposé où il était écrit la même chose au président de la Cour. Mais le procès s'achève le 28 mai 2008. Presque 5 ans après la tentative d'enlèvement sur Marie,
et plus de 20 ans après le premier meurtre. Michel Fourniret est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité réelle. C'est-à-dire que sa peine est exceptionnellement aménageable au bout seulement de 30 ans de réclusion criminelle et seulement en cas de santé fragile, de maladie ou de fin de vie. Mais depuis le procès de Michel Fourniret et de sa femme, son ombre plane toujours au-dessus de certaines affaires criminelles. Et c'est le cas pour l'enlèvement et le meurtre d'Estelle Mouzin. En début mars de cette année, et après plusieurs jours d'interrogatoire, Michel Fourniret a avoué avoir enlevé et tué la petite Estelle Mouzin en janvier 2003, 6 mois avant son arrestation. En juillet 2003, les policiers avaient déjà accusé Michel Fourniret pour le meurtre d'Estelle Mouzin. Mais à ce moment-là, il avait un alibi solide. Il avait appelé depuis chez lui son fils. Les policiers ont donc écarté cette piste. Et sa femme a même avoué que devant la télé, quand on parlait de l'affaire Estelle Mouzin, il lui aurait dit « Celle-là, ce n'est pas moi ». En juin 2019, l'enquête est réouverte après les déclarations de Michel Fourniret qui avoue que l'enlèvement et le meurtre d'Estelle Mouzin par Michel Fourniret et sa femme est un sujet à creuser. En novembre 2019, Monique est entendue par les enquêteurs. Elle va d'abord confirmer une nouvelle fois l'alibi de son mari avant de se rétracter. Michel Fourniret n'a donc plus aucun alibi pour le soir de l'enlèvement de la petite Estelle Mouzin. Et on en vient maintenant à ces nouveaux éléments dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin. On vous le rappelle, c'était en 2003. Michel Fourniret demande désormais à être considéré comme coupable. Alors, est-ce une forme d'aveu ? L'ombre du tueur en série plane plus que jamais dans ce dossier, depuis que son alibi a été fragilisé par son ex-épouse, Monique Olivier. Et lors de cet interrogatoire, une dizaine de pages que nous avons pu consulter, le tueur en série livre dès sa première réponse une formule ambiguë dont il a le secret. « Ma mémoire fiche le camp, mais je ne suis pas complètement sûr de n'y être pour rien ». C'est typiquement du Michel Fourniret dans le texte. Ce n'est pas drôle de vieillir, les neurones ils foutent le camp, ajoute l'ogre des Ardennes. En janvier 2020, Michel Fourniret joue encore une fois avec la justice. Il avoue que sa mémoire flanche un peu, mais il demande à la juge de quand même le considérer coupable de la disparition et du meurtre d'Estelle Mouzin. Ce n'est que le 6 mars 2020, après 3 jours d'interrogatoire, que Michel Fourniret a officiellement avoué le meurtre et l'enlèvement de la petite Estelle Mouzin. Voici donc un meurtre de plus à ajouter au tableau de Fourniret. Bien que Michel Fourniret ait avoué le meurtre et l'enlèvement d'Estelle Mouzin, est-ce qu'on peut vraiment le croire sur parole ? Pour l'instant, ces aveux sont pris encore avec des pincettes. Les enquêteurs doivent travailler dessus pour vérifier s'ils sont vrais ou faux. Car n'oublions pas que Michel Fourniret est un psychopathe. Il aime jouer avec les familles de ses victimes et surtout, il aime être mis en avant, être au devant de la scène. Ces aveux seraient-ils pour lui une manière de refaire naître le personnage de Michel Fourniret malgré qu'il soit derrière les barreaux? Et puis, ce n'est pas la première fois que Michel Fourniret mentirait sur un meurtre qu'il n'a pas commis, même après son arrestation. Michel Fourniret continue de mentir, de manipuler et de jouer avec tout le monde. Mais alors saura-t-on un jour vraiment toute la vérité ? C'est ce que l'on espère. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'un des tueurs en série les plus connus de France et l'un des plus manipulateurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qui sort un peu du contexte des podcasts que j'ai l'habitude de faire. En attendant, si ça vous a plu, je vous invite à partager cette vidéo, à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, et bien sûr à vous abonner à mon compte Instagram, Les Minutes de l'Horreur, et à cette chaîne YouTube si ça vous a plu. J'attends vos retours sur cette vidéo pour voir si je dois en faire d'autres ou si je m'oriente uniquement vers des podcasts, et dans ce cas-là, il faudra attendre la fin du confinement. Je vous remercie. En attendant, bien sûr, vous pouvez retrouver tous mes anciens podcasts sur les plateformes de streaming. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts, etc. et sur mon site internet. Toutes les informations sont dans la bio. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir tous ensemble une nouvelle affaire criminelle. Et en attendant, faites très attention à qui vous donnez votre confiance.